Il était descendu, sa robe de chambre en laine sur son pyjama, les pieds nus dans ses pantoufles. Il avait cherché partout, dans le salon, dans la salle à manger, dans la cuisine, et cela lui avait fait mal à la tête, à cause de la fièvre, de se pencher pour regarder sous les meubles. De temps en temps, il émettait le léger sifflement auquel le chat était habitué, et il lui arrivait d'appeler d'une voix douce ou percer l'angoisse « Joseph! Joseph !» Puis il avait enfilé ses caoutchoucs, passé par-dessus la robe de chambre, le premier vêtement décroché au porte-manteau, la vieille veste de cuir noir. Peu lui importait le ridicule. « Émile !» appelait sa femme du haut de l'escalier. « Ne sors pas, tu vas attraper du mal. » Il n'en parcourait pas moins l'impasse, dans l'obscurité, sur la neige craquante, et 2 ou 3 fois il faillit glisser, s'étaler sur le trottoir. À la fenêtre éclairée d'une des maisons, la deuxième, un enfant le suivait des yeux, le visage collé à la vitre, le nez épaté, se retournait pour appeler sa mère, qu'on apercevait par la porte ouverte de la cuisine. Son accoutrement faisait peur aux enfants. Il marcha jusqu'à la rue de la Santé. Le chat, quand on le laissait sortir seul pour ses besoins, ne dépassait jamais la ligne invisible qui séparait la rue de l'impasse. « Joseph !» Il se sentait des envies de pleurer. Il n'aurait pas cru que l'absence du chat pourrait l'émouvoir, le désemparer à ce point. 2 chiens vivaient dans la rue, un basset brun qui appartenait à une dame seule, et un loulou de Poméranie qu'une fillette de 12 ou 13 ans avait l'habitude de tenir en laisse. Aucun drame ne s'était produit jusqu'alors entre eux et Joseph. Celui-ci, quand il les rencontrait, regardait ailleurs, dédaigneux, descendait aux besoins du trottoir pour leur laisser la place. Il avait laissé la porte contre. Il la poussa, se débarrassa de la veste de cuir et des caoutchoucs, monta dans la chambre. Au moment de se mettre au lit, le regard dur, les traits figés, il pensa à la cave et descendit. Marguerite le suivit, visiblement nerveuse, jusqu'au rez-de-chaussée. « Tu allais chercher du bois ?» lui demanda-t-il. « Il fallait bien que je chauffe. » Il ne l'accusait pas encore, mais il commençait à la soupçonner. Dans la cave, il alluma la minable ampoule du plafond et se mit à chercher parmi les vieilles caisses, les bouteilles et les rondins. « Joseph !» Il le trouva, tout au fond, contre le mur humide, derrière une pile de fagots. L'animal était raide, ses yeux ouverts, immobiles, le corps tordu. Il paraissait beaucoup plus maigre que quand il vivait. De la bave s'était figée sous sa bouche, et on voyait de la vomissure verdâtre sur le sol en terre battue. Émile le prit entre ses mains, essaya vainement de lui fermer les yeux. Le contact avec le corps presque glacé lui avait donné une curieuse sensation le long de l'épine dorsale. Il n'était pas un coléreux. Il lui était arrivé, rarement, de se battre avec un homme, surtout dans les cafés, une fois seulement sur un chantier, et chaque fois il avait conservé son sang-froid. Aujourd'hui, son visage avait une expression méchante. La bête dans les mains, il regardait autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Et, en effet, il trouva. Les rats étaient nombreux dans la passe. Parfois, des fenêtres du premier étage, on les voyait rôder, la nuit, autour des poubelles, et Marguerite en avait très peur. « Tu crois que nous en avons dans la cave ?»« C'est possible. Si j'en étais sûr, je n'oserais plus y descendre. »
il avait acheté un produit à base d'arsenic, qu'on trouve dans toutes les drogueries. De temps en temps, le soir, il en faisait des tartines qu'il posait dans un coin de la cave. Il n'avait jamais trouvé, en tout, qu'un seul cadavre de rat, énorme, il est vrai, presque aussi gros que Joseph. Peut-être d'autres étaient-ils allés mourir plus loin. Le flacon en métal contenant le raticide était posé sur une étagère rudimentaire, où l'on fourrait les divers objets qui n'avaient pas leur place ailleurs. Il déposa le chat un instant, frotta une allumette, vit l'ancien cercle que la boîte avait dessiné sur le bois poussiéreux. Il y avait un autre cercle. Reprenant son chat mort, il était remonté lentement, si lourdement, que Marguerite, au rez-de-chaussée, dut sentir la menace. Elle voulut d'abord se réfugier au premier étage, mais, comme il lui barrait la route, elle se précipita dans le salon. Quand elle essaya de refermer la porte à clé, il avança le pied, poussa le battant, s'approcha d'elle avec la même lenteur, et, de la main gauche, lui saisit les cheveux. En même temps, de la main droite, il approchait le cadavre de Joseph du visage apeuré. « Regarde, charogne, regarde-le bien !» Tout le corps agité de tremblement, les yeux exorbités, elle avait crié au secours d'une voix aiguë. Elle ne se contrôlait plus, avait l'air d'une folle. « Émile, Émile ! De grâce, ressaisis-toi, tu me fais peur. » Il continua à frotter le pelage du chat sur son visage jusqu'à ce qu'elle tombât à genoux sur le plancher, puis bascula en avant, comme évanouie. « Je sais très bien que c'est une comédie. Tout ce que tu fais est de la comédie, saleté. Je me demande ce qui me retient d'aller chercher le poison et de te le verser de force dans la gorge. » Il respirait fort. La tête lui tournait. Il devait être cramoisi, effrayant. Elle ne bougeait pas, et lui, pour se briser les nerfs, balayait d'un geste tous les bibelots, toutes les photographies alignées sur le piano. Après quoi, sans un regard à sa femme, il gravit les marches de l'escalier, toujours avec le chat, qu'il posa délicatement sur la commode. Sa température devait avoir monté. Il se sentait pris de vertige. Il se recoucha, ferma la lumière et resta immobile, les yeux ouverts. D'abord, rien ne bougea dans la maison. Pendant plus d'un quart d'heure, ce fut le silence. Puis il y eut des bruits indistincts, des grattements, une porte ouverte avec précaution, une autre. Marguerite avait traversé la salle à manger pour gagner la cuisine, sans doute parce qu'elle ressentait le besoin d'un bon coup de son fameux cordial. Il devait retrouver plus tard le verre à côté de l'évier. Elle fut près d'1 heure avant d'oser monter, et resta encore un certain temps à écouter, l'oreille contre la porte. Enfin, elle pénétra dans la chambre, hésita, se coucha sur son lit, sans se déshabiller. Ils n'avaient guère dormi l'un et l'autre. Émile respirait mal. Il s'assoupit plusieurs fois, et, chaque fois, fut réveillé par des cauchemars qu'il essaya vainement de se rappeler par la suite. À 6 heures, il ouvrit les yeux pour de bon, la tête douloureuse. Il faillit rester au lit. Il avait beaucoup transpiré, et son pyjama, son oreiller, était moite. Sa femme dormait. Elle avait été incapable de rester sur ses gardes jusqu'au bout, et sa pose était presque aussi tourmentée que celle du chat dans la cave. Il se sentait vide, incapable de penser. Il enfila machinalement sa robe de chambre, saisit le chat par 2 des pattes, comme un lapin, et s'engagea dans l'escalier. Joseph n'était plus un compagnon, un être vivant qui avait partagé une partie de son existence
et échanger tant de regards avec lui. Ce n'était plus qu'un cadavre, une chose inerte, qui commençait à sentir. Il resta debout dans le corridor, finit par ouvrir la porte, fit 3 pas en direction de la poubelle. Les boueux n'étaient pas passés. Soulevant le couvercle, il déposa sur les détritus le corps qui avait perdu sa raideur. Après quoi, il se lava les mains dans la cuisine et se prépara du café. Il ne mettait pas en doute la culpabilité de Marguerite. L'attitude peureuse qu'elle avait prise lorsqu'il était descendu à la cave ne l'établissait-elle pas? Il ne but que quelques gorgées. Le café lui tournait sur le cœur. Il se leva, ouvrit son armoire, saisit la bouteille de vin entamée. C'était, comme d'habitude, du rouge supérieur. Il en but 2 verres, coup sur coup, les coudes sur la toile cirée de la table. Le jour n'était pas près de se lever. On était en décembre, et, la veille au soir, le ciel était lourd, une fois encore chargé de neige. Il pensa d'abord s'en aller. Mais aller où? Prendre une chambre meublée dans un petit hôtel en attendant de trouver un autre logement? Dans ce cas, il lui fallait emporter ses meubles, les mettre en dépôt quelque part. De son premier ménage, il avait conservé le lit, le fauteuil qui était le sien dans le salon, le poste de télévision, ainsi que, là-haut, un bureau à volets que lui avait offert Angèle. C'était son cadeau de Noël, 1 an à peine avant son accident. Noël approchait à nouveau. Il n'accepterait pas de cadeau de Marguerite, qui avait l'habitude de lui acheter des pantoufles, ou des chemises, des chaussettes. Il ne lui en ferait pas non plus. Entre eux, c'était fini. Elle venait de se révéler telle qu'elle était, telle que, plusieurs fois, il l'avait soupçonnée d'être réellement sous ses manières d'ossâtre. Il se versait un 3e verre. Il n'avait pas envie de se retrouver là-haut avec elle. Qu'elle dorme, qu'elle sût sa méchanceté. Il ne lui adresserait même plus la parole. Ils étaient vieux tous les deux, même si, dans la vie courante, ils ne s'en rendaient pas compte. Dans quelques années, ils seraient morts. Est-ce que, à cause d'un chat ramassé un soir dans la rue, il ne devait pas faiblir. Joseph n'était pas seul en cause. À travers l'animal, c'était lui qu'elle avait voulu atteindre. Dès qu'il était entré dans cette maison, plus exactement dès leur mariage, il avait compris que Marguerite était décidée à ce que rien ne soit changé. Un grand-père d'Oise, jadis prénommé Arthur, portant favori, redingote et col très haut, comme sur les photographies de l'album, avait fondé, rue de la Glacière, la biscuiterie d'Oise, dont, petit à petit, il avait fait une entreprise prospère. Il n'avait qu'un fils, Sébastien, une fille, Éléonore, dont un portrait jauni figurait aussi dans l'album de cuir bleu, au coin de cuivre, avec une fleur en fil de cuivre et en émail sur le plat. Éléonore était morte à 13 ans, de tuberculose, comme, plus tard, la mère de Marguerite. Quand Sébastien s'était marié, c'était déjà un homme bedonnant, frisant la quarantaine, portant redingote, lui aussi, avec une double chaîne de montre à laquelle pendaient des breloques. Un état d'esprit d'Oise s'était créé peu à peu, une atmosphère d'Oise, des rites particuliers à la famille. L'impasse avait été construite à une époque où les immeubles étaient considérés comme le plus sûr placement et où l'on voyait des rues entières sortir de terre un peu partout dans Paris et alentour. Sébastien, plus tard, avait commandé La Fontaine, et le mot impasse avait été changé. On n'avait pu lire que la plaque bleue et blanche, comme sur le papier à lettres et les cartes de visite, Square
Sébastien d'Oise. Le vieil Arthur était mort. La femme de Sébastien était morte. Il ne restait qu'une fille, Marguerite, dans la maison, et son père allait la promener, vêtue de robes brodées et de dentelles, aux Champs-Élysées et au bois de Boulogne. Il existait une photographie d'eux dans un landau de Louage. Sébastien ne consacrait pas tout son temps à la biscuiterie, comme le vieil Arthur l'avait fait. Il fréquentait les cercles, passait volontiers l'après-midi aux courses, les jumelles en bandoulière, coiffées d'un melon gris. Marguerite avait une gouvernante, mademoiselle Piquet. Il y avait une cuisinière dans la maison, une femme de ménage, plusieurs jours par semaine. Un jeune homme venait donner des leçons de piano à l'adolescente, Frédéric Charmois, qu'elle avait fini par épouser. Cela formait un tout, et la maison semblait définitivement protégée contre toute attaque du dehors. Pourtant, rue de la Glacière, travaillait un certain Victor Salenave, qui avait débuté comme comptable du vieil Arthur. À la mort de celui-ci, il avait pris une importance grandissante et il avait introduit bientôt son fils Raoul dans la place. Que s'était-il passé au juste? Marguerite restait vague et se contentait d'allusions à ces événements. Émile avait eu de la peine à lui faire avouer que 2 femmes, dans la famille, étaient mortes de tuberculose. Quand il lui avait demandé si son père n'était pas joueur, elle lui avait répondu d'un air innocent: « Pourquoi aurait-il été joueur ?» Les D'Oise devaient, même morts, rester sans tache. Tous les récits familiaux prenaient des tons de pastel ou d'aquarelle. Tout était pur et délicat, comme le profil poétique du joueur de violon. Sébastien d'Oise ne s'en était pas moins trouvé un jour face à la faillite, un mot encore plus abhorré que le mot tuberculose. Pour éviter le scandale, la souillure indélébile, il avait préféré passer la main aux Salenave, père et fils, de sorte qu'à présent, Raoul Salenave, dont le père était mort, trônait rue de la Glacière et sur les quais d'Ivry, où il avait construit de nouveaux bâtiments. Qu'est-ce que le fils d'un maçon de Charenton, qu'est-ce que cette brute de surveillant de travaux était venue faire dans la maison? Ne lui avait-elle pas fait sentir souvent l'abîme qui les séparait et que rien ne pouvait combler? Elle l'avait épousé par peur de rester seule, de n'avoir personne pour la soigner en cas de besoin, parce qu'il fallait un homme dans la maison, ne fût-ce que pour couper et monter le bois et sortir la poubelle. Peut-être aussi la veuve vieillissante avait-elle été émue au contact du mâle qui venait presque chaque jour prendre une tasse de thé avec elle? Cela avait raté. Elle s'était raidie dès leur premier contact physique, et les 2 lits étaient un symbole de leur union manquée. En somme, il n'était plus qu'un intrus, et, au fond d'elle-même, elle devait l'accuser de s'être introduit chez elle par la ruse, comme si elle ne l'avait pas appelé. Il était à sa fenêtre, un matin d'août qu'il faisait chaud. Avec Angèle, il lui arrivait de prendre des vacances, d'aller à la mer ou à la campagne. Depuis qu'il était veuf, il quittait rarement Paris. Qu'aurait-il fait, tout seul, en dehors de chez lui? Marguerite, en face, avait soudain ouvert sa porte d'un geste dramatique. Il était 10 heures. Dans toute l'impasse, des couvertures, des draps, des matelas s'aéraient sur l'appui des fenêtres. Regardant anxieusement autour d'elle, elle cherchait quelqu'un à qui s'adresser, et on la devinait affolée. « Monsieur !» lui avait-elle crié du trottoir. Il s'était levé. « Vous ne voulez pas descendre? Il faut faire vite, car toute la maison va être inondée. » Il était descendu comme il était, sans veston, avait traversé la chaussée. « Que se passe-t-il? » « Une fuite dans la salle de bain. Je n'y entends rien. » Il monta l'escalier, dans cette maison inconnue,
mais qui ressemblait à celle d'où il sortait. Un tuyau avait crevé dans la salle de bain, et un véritable geyser jaillissait, presque bouillonnant. « Vous n'avez pas d'outil? Une grosse clé à molette ?»« Je ne crois pas, non. Je ne me suis jamais occupé de ces choses-là. Il y avait des outils dans la cave, mais ils étaient rouillés, et je m'en suis débarrassé. Je reviens dans un instant. » Chez lui, il prit ce qu'il fallait. « Où est le compteur? »« En dessous de l'escalier. Mon Dieu, le plafond va être abîmé. » 5 minutes plus tard, l'eau avait cessé de jaillir. « Donnez-moi un seau, une serpillière. » Il y avait plusieurs centimètres d'eau chaude dans la salle de bain, et, malgré les protestations de la femme, il l'avait épongée avec soin. « Ne vous donnez pas ce mal, je vous en prie. J'ai honte de vous avoir appelé. Quelqu'un que je ne connais même pas. »« Eh bien, vous me connaissez, à présent. Laissez-moi finir. Ce n'est pas un travail d'homme. Pour vous tremper à votre tour ?» Il travaillait vite, sans impatience, en homme qui s'est servi toute sa vie de ses 2 mains. « Vous avez une serviette propre ?» Il remettait tout en état, et quand il eut fini, on aurait pu croire que rien n'était arrivé. Le tuyau est vieux, en mauvais état. Il doit dater de la construction de la maison, et ce n'était pas hier. L'avait-il vexé? Je ne savais pas. Que faut-il faire? Je pourrais le souder, mais cela ne tiendrait pas longtemps. Mieux vaut le changer jusqu'au conduit principal. Attendez, 3 mètres, 3 mètres 50, vous avez un plombier? Je ne me souviens pas en avoir eu besoin, en tout cas pas après la mort de mon mari. Avant, je ne m'occupais pas de ces choses. Elle paraissait si faible, si désemparée, seule dans cette maison, qu'il avait proposé. « Voulez-vous que je m'en charge ?»« Vous êtes plombier ?»« Pas tout à fait. Je m'y connais un peu. »« Ça coûtera cher ?» Le prix de 3,50 m de tuyaux. Ils descendaient l'un derrière l'autre. « Qu'est-ce que je peux vous offrir? Vous prendrez bien un petit verre. » Ce jour-là, il avait fait la connaissance du fameux cordial. « Vous n'aimez pas? » Ce n'est pas mauvais. Quand j'étais jeune fille, on m'en faisait prendre contre l'anémie. Juste un petit verre avant le déjeuner. Je n'ai jamais été bien forte. Cela l'avait amusé. Il était rentré chez lui pour se changer, puis, dans une quincaillerie, il avait acheté le morceau de tuyau. Quand il avait sonné à la porte, elle avait eu le temps de passer une robe vieux rose et d'arranger ses cheveux. « Déjà de retour? Vous êtes sûr que je n'abuse pas? Vous n'avez pas d'autres obligations? Je n'ai rien à faire de toute la journée. C'est vrai que je vous vois souvent assis près de votre fenêtre. Vous vivez seul aussi? Depuis mon veuvage. Vous ne travaillez pas? Avant, vous partiez de bonne heure et ne rentriez que le soir. Depuis 6 mois, je suis à la retraite. » Elle n'osait pas lui demander ce qu'il faisait avant. Il avait apporté une lampe à souder, une caissette à outils, et il en eut pour un peu plus d'1 heure de travail. « C'est tellement gentil à vous. Une femme seule se sent maladroite et est toute perdue dès qu'il arrive la moindre chose. Si une nouvelle fuite se produisait, ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à m'appeler. Combien vous dois-je? » Il sortit de sa poche la facture du quincailler qui se montait à 15 francs et quelques centimes. « Et votre travail? Vous n'allez pas me payer pour ça. Je suis trop content d'avoir pu vous rendre ce petit service. Vous boirez bien un autre verre. Pour vous parler franchement, je ne bois que du vin. Et moi qui n'en ai pas à la maison. Écoutez, revenez cet après-midi et je me procurerai une bonne bouteille. Du gros rouge suffira. Je n'ai pas l'habitude du vin bouché. » Le soleil brillait. Sur le seuil, tous les deux souriaient.
il n'aimait pas s'en souvenir. Il était là, misérable, en robe de chambre, pieds nus dans ses pantoufles. La cuisine ne s'était pas réchauffée. Son nez coulait et l'obligeait sans cesse à se moucher. Il était allé chercher un de ces cigares italiens dans le salon, et le tabac avait mauvais goût. Depuis 3 jours, dans son lit, il n'avait pas fumé. Il n'avait presque pas mangé. Il avait bu des pots de limonade chaude, sucrée au miel, que Marguerite lui apportait. Elle lui avait préparé du flan. Elle n'était pas contente qu'il refuse les cataplasmes à la farine de moutarde qu'elle aurait aimé lui appliquer, bien brûlant, sur la poitrine et sur le dos. Et maintenant, il entendait, au-dessus de sa tête, le robinet couler. On déduisait qu'elle venait de se lever, qu'elle était occupée à se brosser les dents. Elle devait avoir peur. Il se demandait si, une fois habillée, elle oserait descendre. Combien de verres de vin avait-il bu? La bouteille était vide. Il se leva pour aller en prendre une autre dans le buffet, car il n'y avait encore qu'un buffet pour eux deux. D'habitude, il buvait modérément, et on comptait sur les doigts les fois où il s'était enivré. Ce matin, il avait le sang à la tête. Il devait être cramoisi. Il lui semblait que quelque chose de très important s'était produit, dont il ne pouvait pas encore mesurer toutes les conséquences. Du moment que Marguerite avait empoisonné son chat, tout était faux, comme il l'avait déjà soupçonné, sans vouloir y croire. Il revoyait des images, se souvenait de bouts de phrases, de certains coups d'œil. Il n'avait jamais prononcé le mot amour. Ce n'était plus de leur âge. Était-ce de l'amour qu'il avait eu pour Angèle, sa première femme? Et, malgré ses simagrées, Marguerite avait-elle réellement aimé son premier mari? Il était difficile de dire, à présent, qui des deux avait envisagé le premier une vie en commun. Ils n'étaient séparés que par la largeur de l'impasse. Ni elle, ni lui n'avaient connu une très longue solitude. Ils avaient été habitués, au contraire, à faire partie d'un couple. Il était seul dans sa chambre, au-dessus du jeune ménage qui venait d'avoir un bébé. Elle n'était pas moins seule dans une maison où elle se sentait un peu perdue, un peu effrayée. Quand il allait la voir, l'après-midi, elle se montrait charmante, facile à vivre. Peut-être parlait-elle un peu trop des jours fastes de sa famille et de son enfance dorée. Elle n'en regardait pas moins, semblait-il, l'humanité avec une bienveillance amusée, à l'exception de 2 êtres qui prenaient dans son esprit figure de traître de mélodrame, les Salenaves, père et fils. Il s'était enrichi de la fortune qui aurait dû lui revenir à elle. Raoul Salenave habitait un vaste appartement boulevard Raspail, et il avait fait construire une luxueuse villa au bord de la Seine, en bordure de la forêt de Fontainebleau. Les biscuits d'Oise, l'argent des Doises, l'honnêteté des Doises, qui les avaient acculés à vendre un des rangs de maisons du square qui portait leur nom. On parlait déjà, à cette époque, de tout raser pour édifier des immeubles de rapport, et on avait fait des offres à Marguerite. J'ai refusé, bien entendu. Je préférerais me priver de pain. Il aurait dû se méfier. Il écoutait en souriant. Elle le questionnait peu sur lui-même, et cela aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. En somme, le seul être vivant qui l'intéressait, c'était elle, avec son cortège de morts, qui continuait à l'entourer d'une sorte de halo protecteur. Aujourd'hui, il avait compris. Elle ne voulait pas de servante, pas de femme de ménage, parce qu'elle n'aurait pas supporté une personne de son sexe dans sa maison. Pourtant, elle avait besoin d'aide. Elle pourrait en avoir besoin. Il suffirait d'une maladie, d'une jambe cassée. Elle n'avait même plus le téléphone pour appeler à l'aide,
car elle avait fait couper la ligne. Personne n'a de raison pour me téléphoner. Je sursauterais de peur chaque fois que quelqu'un se tromperait de numéro. Il l'avait soupçonnée d'avarice. Maintenant, il était sûr qu'elle était avare, et que cela avait joué un rôle dans leur mariage. Avoir jour et nuit à sa disposition quelqu'un qu'il n'était pas besoin de payer. Bouin avait une pension. Il avait dit, un jour, incidemment, que sa veuve, au cas où il se remarierait, continuerait à en toucher la moitié. Jamais elle ne parlait de ce qu'elle possédait. Un côté de l'impasse continuait à lui appartenir. Une fois par trimestre, les locataires venaient lui payer leur loyer. Chacun pénétrait à son tour dans le salon. Bouin ignorait ce qu'il versait, comme il ignorait ce que sa femme faisait de l'argent. Le déposait-elle à la banque? Quelqu'un s'occupait-il de ses placements? Elle ne faisait allusion qu'aux dépenses, aux réparations qu'on exigeait d'elle, aux toits qui laissaient passer l'eau, aux fenêtres et aux portes à réparer. On dirait qu'ils prennent un malin plaisir à faire le plus de dégradation possible. Les loyers, en fin de compte, ne suffisent pas à l'entretien des immeubles. Elle n'avait aucune affection pour lui. Elle l'avait prouvé quand elle était restée raide et frigide dans ses bras. Pour elle, il était une sorte de domestique. Il exagérait? Peut-être. Il avait bien le droit d'exagérer, après ce qu'elle venait de lui faire. Il avait aussi le droit de boire, comme de fumer ses cigares. Qu'arrivait-il quand il en allumait un dans le salon, après le dîner, devant la télévision? Elle allait ouvrir la fenêtre toute grande, et se couvrait de son châle le plus épais, ce qui ne l'empêchait pas de frissonner pour lui faire comprendre qu'à cause de lui, elle risquait la pneumonie. Ce n'était qu'un détail, il y en avait 100, il y en avait 1000. Par exemple, une fois marié, il avait proposé de partager les dépenses du ménage. Il s'agissait, dans son esprit, de lui verser chaque mois une somme à fixer d'un commun accord. Or, en revenant du marché, elle rapportait toutes les fiches des commerçants, les classait dans un tiroir avec les factures de l'eau, de l'électricité, du tout à l'égout et les ordures ménagères. Il avait été surpris la première fin de mois quand elle avait déclaré « J'ai fait nos comptes ». Le nez chaussé de ses lunettes, elle avait exigé qu'il collationne avec elle les notes des fournisseurs, du blanchissage, etc. Revois l'addition. Si, j'y tiens. Elle avait divisé la somme par 2. Nous ferons la même chose chaque mois. Ça évitera toute discussion. Il était allé chercher l'argent dans sa chambre. Il le gardait dans un tiroir de la commode. Il n'en possédait pas la clé et ne s'en souciait pas. Était-ce de l'amour, cette façon de procéder avec lui? Était-ce de l'affection, de la confiance? Quand il leur arrivait d'aller au cinéma, chacun payait sa place. C'est plus juste. Elle l'épiait quand il mangeait, faisant une mine dégoûtée dès que, par exemple, il se servait d'un bois d'allumettes comme cure-dent. Par des mots banals en apparence, par des regards appuyés, elle soulignait chacune de ses mauvaises manières. Tout en lui la choquait, pas seulement le chat qui dormait chaque nuit contre ses jambes. Mon premier mari avait la peau du corps aussi lisse qu'une femme. Avait-elle remarqué, un jour qu'il se promenait dans la chambre, le torse nu. Cela revenait à dire que les poils noirs et drus dont il était couvert lui répugnaient. Elle m'a toujours détesté, comme elle détestait les salenaves. Peut-être par besoin de détester quelqu'un, peut-être pour meubler ses journées vides. Il la sentait sans cesse derrière lui, furtive. « Tiens, tu as bu autre chose que du vin, aujourd'hui. » Elle ne s'y trompait pas.
il avait rencontré un ancien camarade et ils avaient bu 2 ou 3 apéritifs. Elle savait tout. Elle voulait tout savoir. Elle prenait son temps avant de poser des questions en apparence innocentes. Aucune n'était réellement innocente. Certaines se rattachaient à des événements vieux de plusieurs mois, dont elle n'oubliait rien. Elle comparait les réponses avec d'autres qu'il avait faites. « Tiens, tu m'avais dit... » Par moments, il aurait pu se croire encore à l'école. Devant l'institutrice qui s'acharnait à le prendre en défaut et n'était satisfaite que quand enfin il rougissait avant d'avouer. « C'est vrai que ta première femme n'était pas jalouse ?»« C'est vrai. »« Donc, elle ne t'aimait pas ?»« Je crois que si. Nous nous entendions bien. »« Tu étais heureux avec elle ?»« Je ne me sentais pas malheureux. » Angèle ne posait pas de questions. Il n'existait pas de règles dans leur ménage. On ne mangeait pas nécessairement à heure fixe. Si le dîner n'était pas prêt, on allait au restaurant. Pas d'horaire non plus, de rares disputes qui faisaient plutôt partie d'un jeu. Tu en profitais? De quoi? De ce qu'elle n'était pas jalouse. Ça m'arrivait. Et maintenant? Ça ne m'est pas encore arrivé. Il mentait. Elle le sentait. Elle possédait des antennes. Mais tu espères que ça arrivera? Je n'espère rien. Je n'envisage pas l'avenir. Ta première femme n'avait pas beaucoup de fierté. Pourquoi? Tu ne comprends pas? Non? Voir rentrer chez soi un homme qui vient de se salir dans le ventre d'une autre femme. D'une femme qu'il connaît à peine et qui lui a peut-être donné une vilaine maladie. Coucher dans la même chambre que lui, partager sa salle de bain. Il ne trouvait rien à répondre, et la regardait d'un œil qui devait être stupide. Moi, je ne le permettrais pas. Je lui dirais, prenez la porte, mon ami. Comme à un domestique. Arrivait-il à Marguerite de le suivre dans la rue lorsqu'il sortait l'après-midi? Il l'en avait soupçonné. Il lui était arrivé de se retourner brusquement. 2 fois, en l'espace de plusieurs mois, il est vrai, il l'avait vue, la première fois entrer dans un magasin, la seconde fois faire soudain demi-tour. Il ne l'avait pas questionné, une fois à la maison. Il préférait ne pas penser à ces choses plus ou moins désagréables, afin de conserver une certaine joie de vivre. Tant pis pour elle, si elle se mettait tout doucement à le prendre en grippe. Il s'arrangerait pour remplir ses journées avec des petites joies, et il avait toujours Joseph comme fidèle compagnon. Joseph qui paraissait parfois lui reprocher d'avoir changé de maison, de lui imposer une présence étrangère, en somme, de l'avoir trahi. Est-ce que, en son absence, elle osait battre le chat? Il en doutait, car elle en avait trop peur. Elle en aurait certainement été soulagée. Elle avait fait mieux. Elle l'avait tué. Et ce n'était pas seulement à Joseph qu'elle s'en prenait de la sorte. C'était à lui, Émile, dont elle n'aimait pas davantage la présence et l'odeur que celle de l'animal. Elle avait attendu l'occasion pendant des années. Elle n'avait pas eu la patience d'attendre 1 an, 2 ans peut-être, que le chat meure de sa mort naturelle. Bouin buvait, mais se sentait l'esprit froid. Il était convaincu qu'il voyait les choses plus clairement, plus objectivement que jamais. C'était une garce. Il n'y avait qu'à voir, sur les photographies, la dégaine de son premier mari, le fameux premier violon de l'opéra, pour savoir que c'était un mou qui s'était laissé berner pendant plus de 30 ans. Quant à son père, Sébastien, ce gros gâteux orné de breloques, il avait assez de péché à se faire pardonner pour, quand il rentrait chez lui, tout passer à sa fille. Une garce,
déjà, quand elle se promenait au bois de Boulogne, en landau tiré par 2 chevaux. Une garce, le jour de son mariage avec Frédéric Charmois. Car il y avait une photographie du mariage aussi, bien entendu. Des photos, l'album en débordait. La biscuiterie vue de la rue. La cour de la biscuiterie avec tout le personnel d'Oise, en randonnion, autour de Sébastien. Le vieux d'Oise, Arthur, dans son fauteuil. Le même dans son bureau. Sa sœur, coiffée comme l'impératrice Eugénie. D'autres d'Oise, des vieux surtout. Quelques bébés sur des peaux d'ours. Puis Marguerite, photographiée par son fiancé au bord de l'eau, avec son grand chapeau et son ombrelle à bout pointu. L'album trônait toujours sur le piano, comme un trésor. Boin n'y avait pas accès. Elle ne lui avait jamais demandé son portrait. Lors de leur mariage, elle n'avait pas proposé de passer chez le photographe. Un seul chien, dans tout cela, au poil soigné, un chien de race, aussi distingué que le violonneux de Marie. Pas d'autres bêtes. Il n'y avait pas place pour des animaux, sauf pour le perroquet que Marguerite avait acheté quelques semaines après la mort de Charmois, pour le remplacer. Un perroquet qui ne parlait pas. Cela ne valait-il pas mieux? Est-ce que Charmois parlait? Il donnait des leçons de violon. Le soir, il passait son habit, sa cravate blanche, et allait prendre le métro à Denfert-Rochereau, pour se rendre à l'opéra où il pénétrait fièrement par l'entrée des artistes. Bon sang, bon sang! Il rageait. Il se sentait malheureux. Elle l'avait touché au sensible et il ne trouvait aucun moyen de riposter. Il la haïssait. Il la méprisait. Une ordure, voilà ce qu'elle est. Il regrettait Angèle, avait envie de pleurer sur Angèle, de lui parler, de se réconforter auprès d'elle. Angèle était une femme, une vraie, une femelle, qui ne sortait pas des biscuits écœurants. Même ces biscuits d'Oise étaient un mauvais souvenir, surtout ceux qu'ils avaient baptisés les délices de France. Des mots prétentieux et suaves qui dépeignaient bien la mentalité de la famille. En réalité, on ne fabriquait, rue de la Glacière, que des trucs bon marché, de ces sucreries qu'on n'achète pas pour soi-même, mais qu'on donne aux enfants quand on va en visite et qu'on ne sait quoi leur donner d'autre. Les délices de France étaient faits d'une pâte vulgaire. On avait l'impression de manger du sable, mais ils étaient recouverts d'une couche de sucre de couleurs différentes, sur laquelle, toujours avec du sucre, on avait dessiné des fleurs ou des arabesques. Une vieille voisine avait la manie de l'appeler par sa fenêtre, quand il avait 4 ou 5 ans et qu'il jouait dans la rue. « Viens ici, petit, j'ai quelque chose de bon pour toi. » Elle allait chercher sa boîte de biscuits, des d'Oise, qu'elle ouvrait comme un coffret à bijoux, et elle lui disait, s'attendant à ce qu'il s'émerveille, « Choisis-en un. » Elle vivait seule. Dans le quartier, elle passait pour un peu folle, et on affirmait qu'elle avait été actrice. Elle était la seule de la rue à se maquiller, et il avait presque peur de ses yeux charbonneux. Salope! Il n'était pas ivre. Elle n'osait pas descendre. De temps en temps, il entendait des pas légers au-dessus de sa tête. Des pas sournois. Tout en elle était sournois. « Tu veux sortir, Émile ? C'est l'heure de donner un peu d'exercice à Coco. » Car, bien entendu, le perroquet s'appelait Coco. Il était stupide. Il était méchant. Lui non plus ne pardonnait pas à Boin d'avoir envahi la maison, et, par-dessus le marché, d'y avoir introduit un drôle d'animal.
Il remâchait ses rancunes. Le vin l'aidait. Comme on recharge un poêle, il trouvait sans cesse des griefs à ajouter à ses griefs. Et soudain il s'était levé, décidé à lui montrer qui il était. Avait-il un but précis en pénétrant dans le salon d'une démarche hésitante? Il commença par lever le volet, auquel on n'avait pas encore touché ce matin. La neige commençait à fondre. Il en restait des plaques sur le trottoir, des deux côtés de la chaussée. Un gamin essayait de glisser, et Bouin était surpris de découvrir que, dehors, la vie continuait comme les autres jours. Un égoutier, debout près d'un trou circulaire, battait des bras pour se réchauffer. Il aperçut Bouin derrière le rideau, dut l'envier, comme s'il n'atteindrait pas ses 65 ans un jour, et la retraite lui aussi. Et alors, que deviendrait-il? Marguerite allait-elle enfin descendre? Elle avait entendu le bruit du volet. Il l'imaginait l'oreille collée à la porte de la chambre. Elle se méfiait de tout, surtout de lui. Le perroquet, dans sa cage, poussa un de ses cris perçants, et Bouin se retourna, l'œil dur, méchant. Il était temps qu'il devienne méchant à son tour. Elle, qui parlait toujours de justice, devait bien s'y attendre. Fixant l'animal qui le fixait, il fit 2 pas vers la cage. Il l'ouvrit, tendit un bras prudent. Les ailes se déployèrent. Il parvint à en saisir une, tandis qu'un coup de bec faisait saigner un de ses doigts. Impossible de sortir. De force, l'animal, par l'ouverture étroite. Il aurait pu l'étrangler. Il venait de le saisir au cou, mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Introduisant l'autre main dans la cage, il arracha une plume de la queue, la plus longue, d'un rouge brillant. Il fallait tirer fort. Il n'avait pas pensé que ces plumes étaient aussi bien enfoncées dans la chair. Il en arracha 2, 3, 4. Tu vas voir ça, la vieille. 5. C'étaient un peu les plumes des doigts qu'il arrachait de la sorte. 6. Il en venait de plus petites, de plus légères, par poignées. Du sang coulait de sa main et du derrière de l'oiseau. Il s'arrêta enfin, épuisé, referma brusquement la cage, et, se penchant, ramassa les plumes sur le plancher. Il était écœuré et las. Il n'avait plus d'autre envie que de retourner dans son lit et de dormir. Il regarda, dans sa main, les plumes bariolées qui formaient une sorte de bouquet. Dans un vase, sur le piano, il y avait depuis toujours un bouquet d'immortelles. Il retira les fleurs pour planter les plumes à leur place, et il ne put s'empêcher d'avoir un sourire narquois. Comme il passait près de la porte d'entrée, il l'entr'ouvrit, jeta les immortelles sur la neige poussiéreuse où elles s'éparpillèrent. Ils se rencontrèrent dans l'escalier, elle et lui. Elle dut voir le sang qui coulait de sa main, et elle marcha plus vite vers le salon. Elle ne poussa qu'un cri. Il avait atteint le haut des marches. Il se retourna, mais, même quand il y eut un bruit mou, l'idée ne lui vint pas de redescendre.